Transition, ou l'art de valoriser vos transitions professionnelles, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour. Je suis Mireille Garola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 14h chaque 4e mardi du mois pour notre rendez-vous mensuel. Aujourd'hui, chers auditeurs, nous allons aborder un sujet qui peut éventuellement amener à polémique, qui est comment est-ce que les syndicats peuvent, ou ne peuvent pas parfois, vous aider à résoudre un conflit au sein de votre entreprise, ou pour être plus précis, vous aider à résoudre un conflit avec votre entreprise. Donc mon invité est un éminent syndicaliste, il s'appelle Joseph Touvenel et il est vice-président confédéral de la CFTC. Joseph Touvenel, bonjour. Bonjour. Merci de vous prêter à cet exercice aujourd'hui. La raison de mon invitation est la suivante. Très souvent, j'ai des cadres qui se disent qu'ils sont en conflit avec leur entreprise, soit parce qu'ils ont un mal-être au travail, soit parce qu'ils sont en train d'être licenciés, soit parce qu'éventuellement ils voudraient être licenciés, soit parce que plein d'autres raisons. Et ils sont très mal à l'aise à l'idée d'aller chercher un représentant syndical pour résoudre un conflit. Quelle est votre position et votre expérience sur ce sujet ? Alors, il y a déjà plusieurs choses. D'abord, une entreprise, c'est une communauté humaine. Et donc, comme toute communauté humaine, il peut y avoir des conflits. C'est pas systématique. Mais évidemment, il peut y avoir des conflits hiérarchiques, des conflits d'intérêts, des conflits de caractère, enfin, toutes sortes de conflits qu'on peut rencontrer un peu partout. Le rôle d'une organisation syndicale, quel est-il ? C'est de représenter les salariés. Mais là aussi, on est une communauté humaine avec ses forces et ses faiblesses, donc les syndicats ne sont pas parfaits. Alors celui qui est dans une entreprise et qui dit d'abord, est-ce qu'il a des syndicats ? Première question. Ça peut être effectivement, et après on en reviendra, s'il n'en a pas, qu'est-ce qui se passe ? Absolument. Alors s'il y en a, dans l'entreprise, ils peuvent être bons, ils peuvent être mauvais, ou il peut y avoir toute la gamme. Donc regardons un petit peu comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des syndicalistes, quelle que soit leur obédience ? Quelles sont leurs qualités humaines ? Est-ce que ce sont aussi des bons professionnels ? Parce que être syndicaliste, c'est un engagement, mais c'est aussi avoir du professionnalisme, notamment par rapport au droit. La première des choses, quand on vient nous voir sur un conflit, c'est de dire à la personne, bon, alors vous ressentez quelque chose, vous vivez quelque chose. Nous, à l'extérieur, non. Alors maintenant, essayez d'apporter le plus d'éléments, mais d'éléments concrets. D'éléments factuels. Et ça, c'est une grande difficulté. Et puis, pour tous, mais particulièrement pour les cadres, à un moment donné, s'il y a un conflit au sein de l'entreprise, il va y avoir un conflit avec la hiérarchie. Et donc, le cadre, il est souvent pris entre le marteau et l'enclume. Ouais, il fait partie de l'encadrement et en même temps, il a besoin d'être protégé de son propre encadrement. Oui, qui souvent d'ailleurs, et de plus en plus, n'est pas un encadrement avec un patron qui dirige directement. Ça serait trop facile. En tout cas, absolument, parce qu'il y aurait des rapports humains qui peuvent être conflictuels, mais qui sont plus faciles à résoudre dans la mesure où on a directement affaire aux décideurs. De plus en plus dans les entreprises, en tout cas dans les grandes, voire même dans les grandes moyennes, celui qui décide, celui qui est le patron, le directeur général, n'est qu'un salarié aussi. Alors, quand je dis n'est qu'un salarié, ça n'a rien de négatif dans ma bouche, bien au contraire. Vous voulez dire que ce n'est pas l'actionnaire. Mais ce n'est pas lui qui peut décider de tout. Bien sûr. Et ça apporte des difficultés dans les relations humaines parce que lui-même doit en référer. Il n'a pas envie d'en référer parce qu'on lui dit nous, si on vous paye, c'est pour que justement il n'y ait pas de conflit, ce qui ne simplifie pas les choses. Que pensez-vous aussi du cas où vous avez un responsable hiérarchique qui est à l'étranger ? Ce qui arrive excessivement souvent aujourd'hui. Mais c'est tout le problème de cette communauté humaine. Quand elle devient trop grande, on ne sait plus à qui s'adresser. Les liens sont tout à fait distendus. D'autant plus quand on travaille à l'international ou avec l'international, la culture n'est pas la même. Et alors, des attitudes, des gestes, des façons de vivre qui peuvent paraître, mais absolument naturelles dans un certain nombre de pays, deviennent totalement conflictuelles dans d'autres. Exactement, ça peut apparaître comme une agression.
Absolument. Vous me disiez tout à l'heure que vous étiez allé au Mexique. Moi, j'ai un frère qui a travaillé au Mexique, qui a monté une usine au Mexique. Mais il fallait aussi s'adapter à une façon de vivre. Par exemple, là où il était, il y a une période, alors je ne sais plus quel mois de l'année, où il y a des cultures. Et il faut aller ramasser les cultures. Mais il n'y a plus personne dans l'usine parce que c'est ce qu'on connaissait dans nos campagnes avant. Parce que c'est normal. Parce que c'est Parce normal. qu'on va aider la famille, on va aider les frères, on va aider les amis d'abord. Exactement. Et lui, il n'a pas eu de conflit parce qu'il l'a accepté, il l'a compris. Ça faisait partie à la fois de la règle du jeu et de la façon dont on peut vivre dans ce pays, en tout cas dans cet État du Mexique. On sait qu'il a eu un successeur, parce qu'il a changé, qui était un anglo-saxon un peu rigide, qui n'a pas on accepté. disait qu'il y avait une procédure, et il y avait des horaires, et il y avait des absences, et il y avait des formalismes, et ce type de choses. Et c'était où vous êtes d'accord, où vous êtes viré. Conclusion, il a eu une grève magnifique, parce que plus personne n'est venu travailler. Bien sûr. Voilà, donc il y a aussi des conflits attention à la culture et à la culture de l'autre. Est-ce que vous avez un grand pourcentage de personnes aujourd'hui et de cadres qui viennent vous parler d'un mal-être au travail, ils viennent de vous demander de les aider dans cette recherche de solutions, si tant est qu'on puisse en avoir une, parce que c'est pas toujours le cas malheureusement. Non, ce que j'ai pas dit en plus, c'est que beaucoup de gens hésitent à aller vers les syndicats parce que globalement, les syndicats ont une mauvaise image. Ils ont, je dirais pas forcément mauvaise, mais ils ont une image d'aller au conflit. Trop politisé, trop conflictuel, etc. Exactement, parce qu'il y a aussi d'autres intérêts, parfois, à l'intérieur d'un syndicat. Absolument, mais ce qui n'est pas vraiment la réalité. Et alors, les gens viennent nous voir bien souvent quand ça y est, le conflit est né, quand il est presque trop tard. On ne peut pas travailler en amont. Et là, ils nous disent, mais écoutez, les syndicats, très bien, je suis prêt à adhérer, je suis même prêt à payer 50 cotisations. Exactement, c'est ce que je vois très souvent. La personne ne va pas voir son syndicat en amont, mais par contre, à partir du moment où il a donné un avertissement ou 2, 3 remarques, comme quoi peut-être ça serait bien qu'il aille chercher ailleurs, à ce moment-là, bizarrement, elle se syndique. Voilà, et pour le syndicaliste, c'est très difficile, parce qu'il a aussi des priorités. Ses priorités, c'est l'ensemble de l'entreprise, si c'est un syndicat qui est dans l'entreprise, et ses propres adhérents. Oui, qui étaient là avant. Et celui qui vient comme ça, avec des problèmes, généralement, s'il vient, c'est que c'est des problèmes lourds. Sérieux, bien sûr. Il faut que les personnes se rendent compte que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour faire quelque chose de bien. Et que le syndicaliste, il n'a pas toujours le temps parce qu'il a des priorités. Et c'est la même chose sur votre question aussi tout à l'heure. Mais s'il n'y a pas de syndicat dans l'entreprise, il y a par exemple des unions départementales, voire des unions locales. Oui. Alors nous recevons beaucoup de gens. Nous faisons des accueils juridiques sur Paris, à la CFTC, ouverts à tous, sur rendez-vous, sinon il y a la queue dans la rue. À ce point-là Ah oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on fait aussi des accueils à la Bourse du Travail tous les jours, comme les autres organisations syndicales. Et là, il y a véritablement la queue dans la rue parce que c'est pas sur rendez-vous. D'accord. Et les gens sont là presque 1 heure avant l'ouverture de la bourse pour être sûrs d'avoir un conseiller juridique. Et le type de problèmes qui sont le plus fréquemment évoqués dans ces cas-là, dans ces consultations. Alors, est-ce que là, on est sur de l'amont ou même pas encore non plus? Non, généralement, quand ils viennent, c'est qu'il y a déjà, on n'est pas en amont, il y a déjà un problème qui est né. À la Bourse du Travail, c'est assez impressionnant de voir ce qui remonte. Alors, c'est pas la réalité du monde du travail, évidemment, c'est une tête d'épingle. Mais, par exemple, des gens qui ne sont pas payés. On n'imagine pas qu'en France... Si, j'ai vu ça plusieurs fois, malheureusement. C'est pas... Ou qui sont payés habituel. avec beaucoup de retard. Oui, ou qui sont payés avec beaucoup de retard, ou alors qui ont travaillé, qui n'ont jamais été payés, et puis l'entreprise n'existe plus. Il y a des escrocs spécialisés dans ce genre de choses. Alors ça se voit, c'est la Bourse du Travail. Pour ce qui est des cadres, généralement, c'est pas eux qui se font avoir comme ça. Quel est le process que vous mettez en œuvre? Déjà, regardez, leur dire leurs droits, et on essaye de les aider à monter un dossier. Et en plus, s'ils arrivent, alors comment on prouve qu'on a travaillé? C'est une vraie difficulté. Surtout quand l'entreprise n'existe plus. Exactement, quand l'entreprise n'existe plus, quand on a pas c'est des témoignages, ce sont des faisceaux de présomption. Voilà, un faisceau de preuves. D'accord. Et puis, il y a aussi beaucoup de salariés qui ne parlent pas ou mal la langue, qui ne comprennent pas les documents qu'ils ont signés. Et donc ça, voilà, il y a une aide. Ça, c'est la Bourse du Travail.
Ceux qui vont venir, non pas par la bourse, mais par l'entreprise ou directement dans les unions départementales, là, ça touche plus les cadres. Eux, bon, généralement, ils savent ce qu'ils ont signé, ils connaissent un petit peu, mais ils sont assez ignorants aussi du droit social. Et comment on bâtit un dossier. Donc, la première des choses, c'est leur dire, voilà, il faut que vous puissiez vous adresser à un interlocuteur en disant, il n'y connaît rien à ce que je vis et comment je démontre ce que je vis. Et puis, alors, on essaye la médiation, enfin, en tout cas pour la CFTC, parce que... Et c'est le syndicaliste qui devient le médiateur ou il fait appel à quelqu'un d'autre? Oui, alors pour la après, ça médiation? dépend comment réagit l'entreprise. Là, j'ai un cas... que je ne vais pas encore nommer, mais surtout pas. Non, parce que l'affaire n'est pas réglée, mais c'est une grosse mutuelle qui fait beaucoup de communication sur ses valeurs, mais qui met dehors un salarié handicapé. Quand ils l'ont embauché, ils ont vendu son handicap, ils ont regardé, nous... Nous, on accepte la différence. Voilà, nous, on accepte la différence, et visiblement, c'est quelqu'un qui fait son travail, qui... Bon voilà, et ils ont décidé qu'ils allaient supprimer un poste et faire des économies. Donc là, le fait qu'un syndicaliste ou une organisation syndicale fasse un courrier en disant à l'entreprise, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Vous avez une sorte de double langage et on aimerait mieux comprendre. Voilà, ça calme tout de suite. Oui, ça calme et ça aide à résoudre les choses. Plus calmement. Voilà, plus calmement. Il y a d'autres cas de figure où le courrier, le fait qu'il y ait un tiers qui vient, ne résout rien. Au contraire, ça peut braquer l'entreprise. Oui, donc il faut voir vraiment discuter pour comprendre comment ça se passe et comment réagissent les uns et les autres. Donc, quand un cadre vient vous voir, quel serait le message que vous leur donneriez? Ce serait venir vous voir avant, ça j'imagine, d'après ce que vous avez dit, au plus tôt possible. Mais ils se trouvent souvent, surtout si ce sont des cadres d'encadrement, dans une situation un peu conflictuelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils s'ouvrent sur une difficulté qu'ils ont eue avec un père, puisque c'est quand même un cadre dirigeant et un encadrant aussi, et qu'ils viennent voir un syndicat, ça obère leur capacité de négociation future avec le dit syndicat, s'il y a besoin. Oui, donc, est-ce qu'on n'est pas dans un... Ça veut dire, mais ça arrive, mais ça veut dire qu'effectivement, si c'est le DRH... Ça peut être le DRH, ça peut être le DAF, ça peut être le directeur général, ça peut de la business unit, ça peut... Franchement, si un DRH vient nous voir dans un cadre conflit... Ça veut dire que la boîte va être vraiment mal. Ou alors que vraiment, de toute façon, il faut qu'ils se séparent. Donc on va aider à avoir une bonne séparation, parce que... c'est pas la peine d'être en conflit permanent et rien ne sera oublié. Bien sûr. Mais on peut apporter une aide. Mais là, il y a une des choses aussi qui est importante, c'est la vérité, ne pas cacher les choses, ne pas présenter la moitié de ce qui se passe et oublier l'autre moitié. Vous avez ça parfois? Bien sûr. Et puis on a aussi des gens qui essayent de nous instrumentaliser. Ça allait être ma question, oui, tout à fait. Pas forcément raison. Qui essayent de jouer du syndicat contre l'entreprise. Donc il faut être vigilant là-dessus. C'est pas majoritaire, ça arrive. Donc votre rôle n'est pas si simple. Non, mais c'est passionnant. Bien sûr. Alors, peut-être, tout à l'heure, on a évoqué la difficulté qu'avaient les cadres probablement à aller voir un syndicat. Est-ce que vous pourriez nous rappeler ou nous expliquer quels sont les cas les plus fréquents dans lesquels les cadres viennent vous voir pour être défendus ou conseillés ou peut-être autre chose, je ne sais pas. Alors, quand il s'agit des cadres, il y a deux grandes thématiques. Je veux dire, la première, c'est qu'il y a un changement au niveau de la direction, voire au niveau de l'actionnaire. Et le nouvel actionnaire veut arriver avec ses équipes, ses propres équipes, et on fait le ménage. Et puis, il y a souvent doublon de poste dans ces cas-là, et on arrive... Il peut y avoir avec fusion, effectivement, bien sûr. Et donc, on essaye de trouver tous les moyens, quelquefois les pires, pour faire partir ceux qu'on ne veut pas garder. Ça rejoint le deuxième gros bloc qui est le harcèlement, la placardisation, qui peut être, pour beaucoup de raisons, mais il y a celle-là, je pousse à la faute, je donne trop de travail. Facile, bien sûr. Oui, c'est très facile. Je ne valorise rien. Surtout pour un cadre. Je lui donne pas la bonne information et je le laisse aller dans le mur puisqu'il a des responsabilités et une autonomie. Il est censé trouver le problème et le résoudre, bien sûr. Et on va lui dire, c'est que vous savez pas faire votre travail. Et puis la placardisation, qui est aussi comment faire craquer les gens. Et ça, c'est vous êtes trop vieux, vous êtes trop cher. Donc je vais prendre quelqu'un de plus jeune et de beaucoup moins cher. Et plus maniable.
Et plus Absolument. malléable en plus. Voilà, ça c'est Alors, quelque chose d'un peu récurrent malheureusement. On Ça n'est veut pas pas- dire. Alors quand je dis ça, ça veut pas dire que toutes les entreprises. Si je voyais par le bout de la lorgnette syndicale le monde de l'entreprise, je dirais c'est un enfer. Heureusement, c'est pas le cas. Il y a bien des cas où ça se passe très bien, mais évidemment, nous par nature, on a les remontées les plus négatives. Bien sûr. Quand on parlait de placardisation, on n'est pas dans ce qui se passait dans les années 80 avec une personne qui n'a plus de bureau, qui a juste une chaise et éventuellement un téléphone dans un bureau sans fenêtre au fond du couloir. Je pense que ça prend des formes beaucoup plus subtiles. Comment est-ce que vous arrivez à voir qu'il y a une véritable placardisation, quelque chose d'avéré? Quel est le process et qu'est-ce que vous faites comme diagnostic ou audit? C'est Dans ces déjà cas-là. discuter avec la personne, quelle est son activité, comment elle l'exerçait avant et comment elle l'exerce maintenant. Et on arrive très bien à voir, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on peut monter des dossiers. Si la personne était invitée à des réunions de direction, elle n'y participe plus. Si elle avait la possibilité de se déplacer avec un véhicule et que petit à petit on lui retire ses possibilités, ou voilà, il faut que ce sont des éléments concrets qui permettent de dire bon, il se passe quelque chose. Alors à chaque fois, il y a des bons prétextes. Bien sûr, c'est une réorganisation, on est en période d'économie. Et puis il y a autre chose aussi, ce qui est très difficile pour un cadre. On peut lui retirer petit à petit ses fonctions, son travail. Il y a une autre technique. Si on lui en rajoute, on lui en rajoute, on lui en rajoute. Entre les deux, quelle est la pire? À la fin, il craque. Quelle est la pire entre les deux ou quelle est la plus fréquente? Je ne sais pas. En France, on est beaucoup dans le rajout. Pour une raison qui est... Regardez comment ça se passe dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, en Angleterre, y compris les cadres. Souvent, 18 heures, c'est terminé, ils sont partis. Et ils considèrent que c'est faire du mauvais travail que de rester tard parce qu'on sera plus efficace le lendemain. Absolument, j'en discutais... En Angleterre, c'est très fréquent. Et j'en discutais avec le numéro 2 de Michelin qui a travaillé, enfin l'ex-numéro 2 de Michelin qui a travaillé pendant longtemps aux États-Unis. On avait une discussion avec d'autres qui nous disaient oui, mais... les horaires français, travailler tard pour un cadre, c'est normal. Et lui disait, écoutez, moi, quand j'étais aux États-Unis, quand on voyait quelqu'un qui, de façon récurrente, restait tard au bureau, c'est soit il avait trop de travail par rapport à une possibilité normale. Et donc, on avait un problème. Soit il était incapable de faire son travail, on avait un problème. Soit c'est un escroc. Voilà, soit la troisième solution. Parce que c'était quelqu'un qui faisait des choses pendant que les autres n'étaient pas là. Et il cherche à rester tout seul dans l'entreprise, et là, ça devient dangereux. Bien sûr. Mais en France, on considère qu'il faut arriver très tôt le matin, partir tard le soir, et que c'est comme ça qu'on travaille bien. Alors, il peut y avoir aussi la période de déjeuner qui se rallonge. Mais ça, c'est dans les mentalités, dans les grandes entreprises, ce qui n'est pas très bon. Mais voilà, donner du travail, et la personne n'y arrive plus, plus ce que j'appelle la laisse électronique. C'est-à-dire qu'avec les nouveaux outils qui ne sont pas condamnables... L'email à 11h du soir avec une réponse pour le lendemain matin à 8h30. Voilà, un harcèlement possible le soir, le week-end, etc. C'est pour ça d'ailleurs que dans les textes sont passés tout récemment dans la loi la déconnexion. Alors maintenant, il faut voir comment on déconnecte. C'est un droit à la déconnexion. Oui, mais le droit à la déconnexion, une fois qu'on a posé le principe, c'est bien. Comment on le met en application sans que ça soit non plus contre-productif? Parce qu'on peut très bien... Parce que vous pouvez avoir une réelle urgence et ça peut vraiment mettre en péril la structure de l'entreprise. Et je reviens au début de notre propos, c'est-à-dire que n'oublions pas qu'à chaque fois, c'est la patte humaine. Donc discutons. Oui. Et dans ces... Voilà. Et on a toujours à faire, donc c'est pas... Des règles trop rigides sont aussi mauvaises et trop de règles sont aussi mauvaises. C'est de l'humanité dont il faut... Voilà, et y compris de la part de l'organisation syndicale qui ne doit pas se dire le patron a systématiquement tort. Ça peut être partagé. Mais le contrat de travail est un contrat de subordination. Donc un subordonné, il faut plutôt l'accompagner parce que subordonné, c'est pas lui qui décide de ses horaires, par exemple. Bien sûr. C'est pas lui qui décide de ses congés, c'est pas lui... Voilà. J'ai déjà vu quelques fois des cas de harcèlement de l'autre côté. C'est-à-dire que c'était l'employé, ou le cadre, qui harcelait son patron. C'est rare, mais ça peut arriver. Oui, et l'utilisation de cette loi en inverse peut donner des situations assez hallucinantes. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir une vision, en tout cas pour la CFTC, complètement on essaye de ne pas avoir une vision systématique de c'est celui-là qui a raison, c'est celui-là qui a tort. Il faut être beaucoup plus pragmatique et ne pas perdre de vue le bon sens. Alors une fois que vous avez diagnostiqué le problème, le mal-être, la placardisation, le harcèlement léger ou avéré,
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avancez ouvert? Est-ce que vous avancez caché? Est-ce qu'il y a des procédures? Est-ce qu'il y a des best practices? Qu'est-ce qui se passe une fois que le salarié est venu vous voir? Alors, la décision, elle appartient toujours au salarié. La décision, ça peut être, on lui donne des conseils, on lui explique comment faire, de façon par rapport au droit déjà. Ensuite, c'est lui qui choisit s'il veut que l'organisation syndicale apparaisse. Alors, ça va être un courrier d'accompagnement, ça va être... voilà, on dit, j'ai un syndicat qui est à mes côtés. Toute la force du syndicat, c'est Oui. comme une lettre d'avocat, empire. Absolument. Empire. Ou pas. Et puis, il y a aussi l'inspection du travail. Parce que si véritablement, et ça arrive, on voit des éléments qui sont évidents, il y a l'intervention de l'inspection du travail qui va être plus sensible à ce que lui dira un salarié si ce salarié est accompagné par un syndicat. Oui, ça voudrait dire qu'elle n'est pas instrumentalisée parce que ça peut lui arriver aussi, j'imagine. Ça peut aussi lui arriver, bien sûr. Mais ça, c'est aussi important. Alors, le salarié, est-ce que ce qui arrive, ça lui arrive à lui tout seul? Ou est-ce que ça arrive à plusieurs? Ou est-ce que c'est... Et si ça arrive à plusieurs, on peut intervenir sans que la direction... Et connaissance d'une personne. Voilà. Donc ça peut être du public masqué. Oui. Et puis il peut y avoir du masqué, c'est ça? Absolument, parce que dans les masqués, par exemple, j'ai un certain nombre d'adhérents qui sont les adhérents masqués, que, à part... sur Paris, je suis aussi le président de la CFTC sur la ville de Paris. À part le président, la trésorière, personne ne sait que ces personnes sont adhérentes de la CFTC. Et ce qui fait que je peux même avoir, et j'ai même quelquefois, dans des instances, des gens qui siègent du côté patronal qui sont adhérents chez moi. Ça doit être assez amusant. Solidarité chrétienne. C'est excellent. Quand est-ce que... J'ai une autre question, excusez-moi, qui est, donc, avancer caché ou avancer dévoilé, c'est leur prérogative. Est-ce que votre action va jusqu'à les accompagner dans une négociation avec leur entreprise pour leur départ si c'est nécessaire? Cela peut, c'est pas systématique. D'abord, quelquefois, l'entreprise le souhaite. Tout dépend de l'entreprise, parce que avoir un tiers... Pour faire une sorte de tampon. Voilà, absolument. Ça évite la passionnalisation des débats. Oui, et puis ça permet quelquefois à des gens qui ne se parlent plus, en passant par le tiers, ils arrivent à se parler. Quelquefois, ça peut être contre-productif aussi, donc il n'y a pas... Quel le problème de la confidentialité des montants, il y a pas mal de sujets. Oui, mais alors s'ils en sont à la confidentialité du montant, c'est qu'ils sont vers la rupture, cette partie-là, on peut les laisser faire. D'accord. Donc à partir de là, vous relaissez la main aux deux aux deux intervenants ou aux avocats. C'est véritablement le souhait du salarié. Bien sûr. Il va dire, je préfère être accompagné jusqu'au bout. Ou là, bon, voilà. Parce que quelquefois, il faut... Si on va vers la rupture, il faut bâtir la rupture. Et à un moment donné, pour que ça soit quelque chose qui soit productif pour la suite, et Exactement. pour l'entreprise, et pour le salarié. Parce que même si l'entreprise a peut-être fait des choses pas toujours terribles, c'est traumatique pour elle aussi un départ. Oui. Parce que ça bouge tout un écosystème, et ça, je pense qu'il y a assez peu de salariés qui se rendent compte de l'impact que ça peut avoir aussi pour l'entreprise. Et c'est tout. Et nous, notre sujet, c'est pas non plus de faire du mal à l'entreprise. Bien sûr, parce que vous êtes dedans, et de toute façon, quelque part, si le salarié est dans l'entreprise, il y travaille. Enfin, si le syndicat. Je reviens, c'est une communauté humaine. Sûr. Alors, il peut arriver, cas excessif, mais vu que l'action syndicale soit telle que ça fasse partir non pas la personne, notamment le cadre qui est en difficulté, mais son supérieur, mais le supérieur hiérarchique, parce que on s'aperçoit qu'il y a des choses qui se passent absolument anormales, et on va sonner du côté des actionnaires en disant vous vous rendez compte de ce qui se passe chez vous? Parfois, vous pouvez avoir effectivement un rôle de signal d'alerte. Je ne vais pas donner de cas précis en France, mais je peux parler à l'étranger plus facilement. Mais en France, on l'a fait aussi, on le pratique aussi. Mais par exemple, les filiales de Carrefour en Roumanie, notre syndicat frère en Roumanie, Cartel Alpha, qui est maintenant le plus gros syndicat roumain, avait attiré notre attention en disant « Mais attendez, Carrefour français, ils savent ce qui se passe dans leur filiale en Roumanie, où une femme, quand elle tombe enceinte, c'est soit l'avortement, soit être virée. » Ah oui, c'est Donc intéressant. là, je demande à mes amis de Cartel Alpha des dossiers où, quand, etc. Et vous le remontez au conseil d'administration. Et quand ça remonte à la direction de Carrefour, le problème... ils ont pris les choses en main, et puis les choses ont changé. Les syndicats ont pu pénétrer les entreprises alors qu'ils étaient interdits, et ce genre de choses se sont arrêtées. Encore faut-il que la direction actionnariale ou la direction générale, quand c'est un grand groupe, soit au courant de ce qui se passe. Bien sûr.
Est-ce que votre action est limitée au sein de l'entreprise ou est-ce que vous pouvez continuer à aider un salarié qui a quitté une entreprise ? Organisation syndicale, vous voyez, je viens de le dire au niveau géographique. En fait, on n'a pas d'arrêt géographique non plus. Non, vous n'avez pas d'arrêt temporel non plus, c'est ça ? Et tout à fait. On n'est pas au théâtre, il n'y a pas unité de lieu, unité de temps, unité d'espace. Alors après, tout dépend des cas, etc. Mais bien entendu, c'est sur la durée. Et puis la personne dans l'entreprise, hors de l'entreprise, les aider aussi à retrouver du travail s'ils ont perdu leur travail. C'était ça ma question, effectivement. Donc ça va jusque-là. Ce qui est absolument normal, ce qui est dans une période de chômage massif quand même, une aide qui peut être précieuse. Ça peut se traduire comment ? C'est des recommandations ? C'est tiens, tu devrais aller voir. Pour un cadre, on a beaucoup moins que les autres à aider à faire des lettres de motivation, etc. Bien sûr. En général, soit il est accompagné, soit il sait les faire. Ou soit il a été accompagné et il sait encore comment les faire. Il sait prendre les bons conseils, etc. Mais ça peut être aussi travailler avec nos réseaux. Nos réseaux, c'est-à-dire que on voit que dans telle entreprise, il y a un poste qui est ouvert. Et donc on peut dire à la personne, là, il nous semble que dans ce secteur-là, dans cette entreprise-là, donc c'est pas, il va pas candidater en disant c'est le syndicat qui. Mais il va candidater beaucoup plus juste que s'il le fait sous forme de candidature spontanée un peu partout. Écoutez, oui, je comprends très bien. Joseph Touvenel, je vous remercie pour vos précieux conseils. Merci à vous. Amis auditeurs, je vous retrouverai toujours avec le même plaisir le mois prochain.